Bonjour à tous, bon après-midi, bonjour à tous, très heureux d'être ici, bienvenue, j'espère que tout va bien, vous allez bien? On peut faire un petit peu mieux que ça, vous allez bien? Oui, merci, toujours un plaisir pour moi de rentrer ici, j'habite maintenant à San Francisco depuis quelques années, mon nom c'est Julien, j'ai vécu à Paris pendant 15 ans, donc toujours un plaisir de revenir ici même si je suis strasbourgeois, alsacien d'origine. Alors aujourd'hui, on a prévu d'aller un petit peu plus loin. Vous avez entendu beaucoup ce mot, Einstein ou Einstein, en fonction de l'origine. Si c'est un Américain qui vous parle, c'est Einstein. Si c'est un Français, c'est Einstein. Si c'est un Allemand, j'imagine que c'est Einstein aussi. Donc on va parler un petit peu plus d'Einstein. On va parler de l'intelligence artificielle aujourd'hui. On a un agenda très sympa, comme d'habitude, où vous allez entendre parler du produit. On va vous montrer le produit. On va également vous faire venir un de nos clients pour vous parler de leur expérience. Mais on avait envie de changer un petit peu ça, et on avait envie également de changer un peu le format et de rajouter une discussion au début de cette présentation. La raison pour laquelle je tenais à rajouter cette discussion, c'est qu'il y a beaucoup de gens, à mon sens, qui se posent des questions sur l'intelligence artificielle, et la vérité, c'est que c'est dur de répondre à ces questions avec des réponses globales. Vous avez tous des business différents, vous avez tous des cas d'utilisation différents, des utilisateurs différents, des sociétés différentes, des données différentes. C'est dur de vous apporter des réponses clés en main. Et donc je pense que la meilleure façon de faire, c'est de vous fournir des pistes de réflexion qui vont vous permettre de discuter entre vous, avec vos collègues, avec aussi votre account exec Salesforce évidemment, pour obtenir une partie de ces réponses qui vous sont spécifiques à vos sociétés. Ok, alors... On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, comme je disais. C'est certainement une des révolutions technologiques, sinon la révolution technologique de 2016, de l'année passée. Et je pense que si on parle des révolutions, c'est quand même sympa, c'est quand même important d'essayer de remettre les choses dans leur contexte. Et c'est pour ça qu'on va remonter un petit peu dans le temps, même pas mal dans le temps, comme vous le voyez, et on va parler des révolutions technologiques passées. On va essayer de comparer ça avec l'intelligence artificielle, si ça vous va. Alors, vous voyez ici une publicité américaine qui a certainement plus d'une centaine d'années pour un toaster. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai adoré cette image pour deux raisons. Il y a deux choses qui m'ont vraiment frappé sur cette image. C'est quoi, d'après vous? Qu'est-ce qui vous frappe quand vous voyez cette image-là? Électrique. Ouais. OK. Alors, le fait qu'il faille spécifier que ce soit un toaster électrique, donc ça, c'est vrai que c'est assez amusant. Ça veut dire qu'il y avait des toasters non électriques à l'époque. Je ne sais pas trop comment c'était fait. Et puis l'autre chose qui est frappante, c'est que, bon, ce n'est pas une photo, c'est un dessin. Et le dessin, vous voyez, le toaster, il a en fait jusqu'à 2 mètres de câble. Il a 2 mètres de câble électrique pour pouvoir marcher. Donc, il faut se rappeler qu'il y avait une période où avoir un toaster et avoir l'électricité chez soi, dans ces foyers, ce n'était pas donné à tout le monde. Et finalement, l'électricité était utilisée comme un moyen, un vecteur de marketing, un vecteur de vente, pour vendre des choses aussi simples aujourd'hui qu'un toaster. On ne parle plus de toaster électrique, aujourd'hui on parle de toaster. OK. Après, on avance un petit peu dans le temps. Une autre révolution dans les années 80. Pour ceux qui ont grandi dans les années 80 comme moi, vous vous souvenez peut-être des consoles Atari. Qui a joué à des consoles Atari quand ils étaient... il y a plein de geeks dans la salle, c'est bien ça, c'est cool. Bonjour les geeks. Alors, le sans-fil était devenu maintenant le truc à la mode, quoi. C'était plus bien d'avoir 2 mètres de fil, il fallait être sans fil. Donc, après l'électricité, le sans-fil. Après le sans-fil, la couleur. Si vous vous souvenez, les ordinateurs au début, ils avaient des écrans absolument horribles, avec des nuances de gris, il n'y avait pas de couleur, donc c'était pas donné à tout le monde d'avoir la couleur sur les écrans d'ordinateur. Une quatrième révolution technologique, plus récente celle-là, c'est l'avènement du digital, notamment en photographie, au détriment de la photographie argentique. Au détriment, certains continuent à apprécier ça, dont moi d'ailleurs. Bon, donc l'électricité, le sans-fil, la couleur, le digital, tout ça, c'est des révolutions technologiques qui ont eu lieu dans le passé et qui nous impactent aujourd'hui. Alors, on pourrait maintenant essayer de comparer ça avec l'intelligence artificielle.
Je pense que s'il y a un truc que tout le monde sait, c'est que tout le monde parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Okay, que ce soit des voitures autonomes, on en voit de plus en plus, puis après on en voit moins, puis après on en reverra plus. Enfin, ça va et ça vient, notamment dans la Silicon Valley. Tout le monde parle de l'intelligence artificielle également à la télé, dans les plateaux de télé. Ça, c'est l'équivalent américain de Question pour un champion. S'il y a des fans de Julien Lepers dans la salle, excellent présentateur. Donc là, ils avaient invité Watson comme un des candidats pour répondre à des questions. Et puis évidemment, dans nos applications qu'on utilise tous, dans nos mobiles, on a de l'intelligence artificielle avec des choses comme Siri et d'autres. Donc on pourrait dire que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est partout, autour de nous, dans nos oreilles, devant nos yeux, dans nos poches. Et la question c'est, est-ce que c'est réel ce truc? Okay, je pense que tout le monde se pose la question, et moi-même je me suis posé la question il y a quelques années. Alors, ce qui est réel, c'est les chiffres. Je pense qu'on ne peut pas discuter ça. On assiste véritablement à une ruée vers l'or, une ruée vers l'or de l'intelligence artificielle aujourd'hui. 5 milliards de fonds levés sur des startups l'an dernier. C'est unique, hein, ça n'a jamais été des chiffres comme ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et IDC, le cabinet d'analyste IDC, projette que d'ici 2020, on aura presque 50 milliards, c'est hallucinant, 50 milliards de revenus qui seront générés directement ou indirectement par les techniques cognitives et par l'intelligence artificielle d'ici 2020. Donc les chiffres sont là, tout le monde en parle, bon ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose qui se passe là. Alors, la question qu'on peut se poser aussi légitimement, c'est pourquoi aujourd'hui? Je me souviens personnellement, mon projet de fin d'études, c'était les réseaux de neurones, début des années 2000, et à l'époque, tout le monde adorait les réseaux de neurones. Et après, c'est tombé en désuétude totale, plus personne n'a parlé des réseaux de neurones. Maintenant, c'est revenu, les réseaux de neurones, c'est le truc le plus génial de la Terre. Et je dirais même qu'il y a certaines techniques d'intelligence artificielle classique, comme l'analyse statistique, qui remontent à 1850. Hein. C'est les grands statisticiens français du 19e siècle qui ont posé les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Donc pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas il y a 100 ans, à l'époque où on grillait du pain sur des toasters électriques? Ou pourquoi pas il y a 20 ans, quand on aimait les réseaux de neurones avant de les détester? Alors je pense qu'il y a 3 éléments de réponse à ça. Et je vous invite à essayer de mettre ça dans le contexte de vos sociétés, de vos entreprises respectives. Évidemment, il y a toujours plus de données. On a tous vu des stats ad nauseum sur l'explosion de données, donc je ne vais pas vous la refaire. Plus de données, des objets connectés, ça crée la fondation, la base pour l'IA. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu des avances algorithmiques qui ont été faites récemment. Je pense que c'est dur de pointer vers un papier ou une technique, une méthode qui a pris le devant sur les autres, mais il y a eu tout un tas de petits avancements algorithmiques qui ont été faits dans le milieu de la recherche et qui maintenant se traduisent par la naissance de nouvelles disciplines comme le deep learning par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc plus de données, des algorithmes plus à même de les analyser, plus rapides et plus performants. Le troisième facteur, c'est la puissance de calcul. Vous avez besoin de stocker les données, ça n'a jamais été aussi peu cher qu'aujourd'hui. Vous avez besoin de les analyser, ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui avec la puissance de calcul du cloud. Et typiquement, ce qui est intéressant dans l'IA, c'est qu'on analyse des données de manière très, comment dire, asynchrone. On construit un modèle, on a besoin de beaucoup de puissance de calcul là, parce qu'on va analyser plein de données, et puis après, ça s'arrête. On n'a plus besoin. Et après, il y a des nouvelles données qui arrivent. On va réappliquer ce modèle sur les nouvelles données pour obtenir des scores, des prédictions. Et là, on a de nouveau besoin de puissance de calcul. Donc, vous avez cette élasticité du cloud qui va vous permettre de faire de l'intelligence artificielle sur des gros volumes de données à coût raisonnable. OK, données, algorithmes, calcul. Alors maintenant, qu'est-ce que ça vous apporte, l'IA? Ça vous apporte 3 choses. 1, vous pouvez découvrir des tendances dans vos données. Par exemple, un marketeur va pouvoir connaître les raisons pour lesquelles les gens ouvrent un mail ou achètent un certain produit. C'est quand même sympa. D'autres exemples, ce serait pourquoi mes leads convertissent et certains leads convertissent et pas d'autres. Donc vous avez une partie de connaissance client qui est absolument centrale. La deuxième chose que l'IA vous permet de faire, c'est la prédiction. Okay, c'est vraiment essentiel de se rappeler de ça. L'IA va finalement attribuer un score prédictif, une note entre 0 et 100 pour chacune de vos entités que vous avez modélisées ou que vous avez scorées. Par exemple, mes leads là, je vais pouvoir savoir ceux qui convertissent et je vais également pouvoir savoir pourquoi. Et enfin,
et notamment quand on a la puissance d'une plateforme comme celle de Salesforce, on va pouvoir automatiser un certain nombre de tâches qui jusque-là étaient répétitives et manuelles pour finalement donner un peu plus de temps libre à l'utilisateur de sorte qu'il puisse, je dirais, travailler sur des projets à plus haute valeur ajoutée. Donc l'IA, ça vous permet de découvrir des choses, de prédire des sorties et d'automatiser des processus. OK. Alors, si on revient à mon exemple, à ma vieille photo là, américaine, de même qu'on ne dit plus un toaster électrique aujourd'hui, qu'on dit juste un toaster, je pense qu'il arrivera un temps où, vous savez, aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de les applications intelligentes, les applications intelligentes. Je pense qu'il arrivera un temps où on ne parlera plus que des applications, et toutes les applications seront intelligentes, ou les applications qui n'embarqueront pas d'intelligence, finalement, tomberont rapidement en désuétude. Donc c'est pour ça qu'au travers de cette petite discussion aujourd'hui, je vous invite encore une fois à réfléchir collectivement et ou avec nous à votre roadmap, finalement, vos priorités stratégiques technologiques et la façon dont vous pouvez embarquer l'intelligence artificielle dans vos process aujourd'hui pour ne pas vous faire ubériser dans vos industries. OK, on a remis un petit peu les choses en perspective avec d'autres évolutions, on a un petit peu discuté pourquoi l'intelligence artificielle aujourd'hui. Peut-être que vous allez me dire, OK Julien, c'est super, mais en quoi ça me concerne moi? En quoi ça me concerne aujourd'hui dans ma société? Donc, ce que j'aimerais discuter dans les 5 minutes qui viennent, avant qu'on parle un peu du produit quand même, parce qu'on va quand même vous parler de produit, c'est discuter la façon dont vous pouvez changer votre perception de l'intelligence artificielle, vous pouvez changer la perception des gens qui vous entourent et vous pouvez imaginer des cas d'utilisation concrets. Alors, je pense que ça part de la perception. Il faut avoir une bonne perception, une bonne définition de l'intelligence artificielle. Il y a plein de gens, quand on leur dit intelligence artificielle, ils pensent à un truc. C'est quoi ce truc ? Quand vous demandez à votre mère, c'est quoi l'IA pour toi, maman? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Des robots, ouais, bah ouais, les robots évidemment. Donc l'IA, c'est les robots. Alors c'est vrai, l'IA, c'est les robots en fonction de vos goûts cinématographiques, si on peut parler de cinéma, et de votre âge. Vous allez penser à Terminator, vous allez penser à Pepper le robot, qui est plus dans la partie merchandising, enfin plus dans la partie expérience d'achat. Je pense que ce qui est important de retenir, c'est que l'IA est déjà une réalité pour vos clients. Vos propres clients et nos propres clients qui sont vous, utilisez déjà l'IA sous toutes ses formes dans nos expériences de consommateurs. Que ce soit sur Amazon où on va aller faire de la recommandation de produits, c'est quoi? C'est du machine learning. Machine learning, c'est quoi? C'est de l'intelligence artificielle. Si on utilise toutes les applications avec de l'analyse sémantique, de la reconnaissance vocale, en fait, on utilise un truc qui s'appelle Natural Language Processing, NLP, qui est de l'intelligence artificielle. Si on utilise des applications qui font de la reconnaissance faciale et de l'analyse d'image, de l'analyse vidéo, comme Google, Facebook ou les voitures autonomes, c'est du deep learning. Le deep learning, c'est une technique d'IA, d'intelligence artificielle. Donc on a déjà l'intelligence artificielle énormément partout autour de nous. Et un dernier point que j'aimerais vous montrer, que j'aimerais faire, c'est que je pense qu'il y a des querelles de chapelle entre les gens qui disent « Ouais, l'IA, ça doit être des robots ». Il y a d'autres gens qui disent « Mais non, l'IA, c'est Google Autocomplete » quand il vous fait de l'autocomplétion de votre search. Je pense que c'est tout ça. L'IA a plusieurs facettes. Il y a un spectre de l'IA qui va de la gauche vers la droite avec tout un tas d'applications et de cas d'utilisation différents. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et tous ces cas-là, ils ont une chose en commun. Cette chose en commun, c'est une meilleure expérience utilisateur. Et finalement, si on applique ces techniques au monde de l'entreprise, on pourra s'attendre à avoir une meilleure expérience client, une meilleure expérience utilisateur également. Donc c'est vraiment ça le secret, c'est l'IA. Finalement, on pourrait presque dire qu'une façon de mesurer l'IA, c'est est-ce que votre expérience client et utilisateur s'est améliorée grâce à de l'analyse de données ou pas. Si la réponse est oui, pour moi, ça rentre dans la catégorie IA. Donc c'est pour ça que nous, chez Salesforce, on a fait ce pari-là. On a fait le pari de l'intelligence artificielle, on en a beaucoup parlé ce matin, on a fait des démos. On pense que c'est la clé de la relation client et ça va vous permettre à vos utilisateurs d'être plus productifs, de gagner du temps, de se libérer du temps et je dirais même d'être plus heureux dans leur environnement de travail Salesforce au quotidien. Et des clients, des employés, vos employés, s'ils sont plus heureux, ils vont faire un meilleur job pour rendre vos propres clients plus satisfaits. Donc c'est vraiment une bonne boucle.
Dernier slide que j'ai envie de dire, c'est que tout ça, on parle d'IA, d'intelligence artificielle. Pour nous, chez Salesforce, on aime bien parler d'intelligence augmentée. Donc on aime bien dire que l'IA, ok, c'est les robots, mais pour nous, c'est vraiment une façon d'automatiser certains processus, de les rendre plus performants et plus prédictifs en utilisant ces techniques-là pour finalement obtenir des succès auprès de vos clients et une meilleure expérience utilisateur. Voilà. Alors, avec tout ça, il y a un mot que je n'ai pas prononcé depuis 15 minutes et que vous avez entendu à fond ce matin. C'est quoi ce mot? Einstein. Ouais, est-ce que j'ai prononcé Einstein? Non, je n'ai pas prononcé Einstein. Pourquoi je n'ai pas prononcé Einstein? C'est parce qu'on a notre ami et collègue Guillaume Maurine, qui est directeur marketing France, qui va vous parler un petit peu plus de la façon dont on fait les produits chez Salesforce avec Salesforce Einstein. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est n'importe quoi ça. Qu'est-ce qu'il fait? Salut Guillaume. Hey Julien, hey, hello everybody. Alors, on va que vous dire Guillaume, c'est quand même courageux de faire du skate. T'as parlé du toaster électrique? Est-ce que t'as parlé du toaster électrique? J'ai parlé du toaster électrique. Ouais, tu m'as dit qu'on disait plus toaster électrique. Ne pète pas la gueule quand même. Ça va Guillaume? Salut. Ça va, ça va. bien. Cool. Écoute, tu as parlé de toaster électrique. Ouais. Moi, je viens en skateboard électrique. Peut-être que plus tard, on dira plus skateboard électrique et tout le monde viendra en skateboard électrique au World Tour Paris. C'est pas mal. Peut-être dans 5-6 ans. Laisse-moi t'offrir un livre qui, moi, a façonné toute mon expérience. C'est Albert Einstein, Comment je vois le monde. On me l'a offert, j'avais 16-17 ans et c'est grâce à ça que j'ai engagé des études scientifiques. Wow. Donc je te le remets en personne, comme tu es à San Francisco. C'est pour que tu n'oublies pas comment Albert Einstein, qui est l'un des scientifiques qui a quand même traversé les deux guerres, apporte sa vision sur l'humanité et la science. C'est génial, bah, c'est une surprise, moi j'étais pas au courant. Super. Ah par contre c'est en français, c'est pas en allemand gothique? Non, c'est en français. Ok. Bon, merci Guillaume. Avec plaisir. Merci à tous. Avec plaisir. Bonjour à tous, enchanté. Ravi d'être parmi vous. Donc je suis au marketing produit chez Salesforce et ravi de faire cette session sur un sujet qui me passionne. Vous l'avez compris, les réseaux neuronaux, on a des équipes en France qui travaillent sur ces sujets-là. Donc j'espère que vous aurez une présentation. C'est ça que je cherchais. Merci beaucoup. Ça aussi. Tout d'abord, nous sommes une société cotée en bourse au New York Stock Exchange. Dans la législation, je dois vous présenter ce slide de déclaration conditionnelle qui vous suggère de prendre vos décisions d'achat sur des produits disponibles au catalogue et non pas sur des prévisions ou des roadmaps futurs comme on va vous présenter probablement aujourd'hui. Très bien. 74%. 74%, j'étais tranquillement assis chez moi et j'ai trouvé dans le Figaro ce chiffre assez incroyable de Français qui ont peur de l'IA. C'est un sondage du Figaro, donc ça veut dire que quelque part, on se demande comment cette IA va nous impacter dans nos vies professionnelles et personnelles. Évidemment, mon message clé aujourd'hui, c'est qu'elle va transformer et qu'elle est déjà présente, comme Julien vous en a parlé. Alors, l'ère du client, comme vous le voyez, c'est énormément de quantité de données qui nous arrivent. En 2018, 500 millions de collaborateurs vont économiser en moyenne 2 heures par jour. C'est-à-dire que, vous le voyez tous dans vos boîtes aux lettres mail, vous recevez des quantités d'informations et vous avez de moins en moins de temps pour les gérer. Donc en fait, c'est ça que nous allons proposer avec Salesforce, c'est du temps en plus aux gens et de la facilité pour leur permettre de faire d'autres choses et d'apporter d'autres services à leurs clients. Alors la vision concrètement chez Salesforce, elle s'applique sur toutes les différentes applications de Salesforce. Mais l'IA aujourd'hui dans l'entreprise, elle va aider à mieux se connecter auprès des clients. Prenez l'exemple de commerciaux pour mieux les coacher, mieux leur apporter des informations en temps réel sur leur lead, mieux prioriser leurs tâches. Peut-être même, si vous écrivez un email à un client, eh bien, recevoir directement dans Salesforce l'email sans même avoir ouvert votre CRM. Avec du deep learning, c'est possible. Côté service client, c'est aussi des recommandations de temps, de traitement, des experts des coachings d'experts qui vont vous trouver les bonnes réponses et vous l'apporter dans un contexte bien particulier. Et c'est ce qui est compliqué, c'est le contexte client. Dès que vous allez recevoir une demande client, comment je vais la traiter le plus rapidement possible, c'est un enjeu et c'est ce sur quoi nous travaillons. Et j'accompagne beaucoup de clients dans ce sens-là aujourd'hui. Sur le marketing, c'est proposer des communications hyper personnalisées. Dans un parcours client fluide, temps réel et dans un contexte bien particulier. C'est vraiment un enjeu aussi pour les marketeurs. Je pense qu'Amélie vous en parlera tout à l'heure. Côté conseiller, les e-commerçants
c'est exactement comme Amazon, vous avez des recommandations d'offres en fonction des feedbacks clients, en fonction de vos historiques d'achat, de votre comportement. Et enfin, dans les applications mobiles, vous allez le voir tout à l'heure en démonstration, avec Einstein Vision, vous pouvez apporter du deep learning directement sur des images et pouvoir complètement utiliser le pouvoir de l'intelligence dans des applications du côté des DSI. Alors, concrètement, comment ça marche ? Salesforce Einstein, comme vous l'avez vu ce matin, c'est une équation intelligente entre les données que nous avons dans le CRM, les moteurs d'algorithmique que nous avons mis en place depuis 3 ans, et enfin toute la plateforme Salesforce. C'est cette équation intelligente qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de proposer des micro-fonctionnalités intelligentes dans chaque étape des processus, vente, service, marketing ou bien même plateforme. Donc comment ça marche ? Exactement comme ces 3 parties-là. Donc je capture des informations de Salesforce venant de l'extérieur, comme des objets connectés, des emails, du calendrier, des réseaux sociaux, et je vais les injecter dans un moteur, le moteur Einstein, avec plusieurs algorithmes. Donc il y a du reconnaissance de langage, comme je viens de vous l'expliquer, du deep learning, du machine learning, et tout ce moteur va permettre de mieux découvrir, prédire des actions, recommander et même automatiser des tâches. Et ceci de manière transparente, c'est-à-dire que tous les utilisateurs vont pouvoir bénéficier de cette intelligence dans leur métier pour, au fur et à mesure de leur processus et de leur métier, les aider en temps réel à répondre et mieux se connecter avec leurs clients. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas qui est data scientist dans la pièce, mais si vous êtes data scientist, c'est un métier, il y a à peu près 10 000 data scientists en France, c'est vraiment encore un embryonnaire, mais on espère que la France va se réveiller sur cette partie. En tout cas, les approches classiques, si vous faites de l'intelligence artificielle, c'est un modèle de données, des échantillonnages de données, un modèle qu'il faut calibrer avec un bon choix de modèles, ce qu'on appelle des patterns, et ensuite l'intégrer à votre business process. Ça peut prendre entre 8 mois à 1 an pour établir un modèle et l'entraîner et avoir des premiers résultats. Ce que l'on fait avec Salesforce Einstein, c'est qu'on a déjà les données, on a déjà des modèles, on est capable en moins de 24 heures de vous proposer un premier modèle sur un jeu de données que vous avez dans Salesforce et de pouvoir réinjecter cette intelligence dans un processus métier. Et c'est tout ce qu'on va vous montrer en démonstration juste après. Donc aujourd'hui, Salesforce, c'était ça. Et depuis Dreamforce, l'année dernière, nous avons rajouté cette couche d'intelligence à travers l'ensemble de nos applicatifs, vente, service, marketing, jusqu'aux objets connectés. Donc aujourd'hui, vous avez 174 data scientists chez Salesforce qui font des modèles tous les jours pour le bien de nos clients et toutes nos applications sont mises à jour avec les 3 releases par an avec de l'innovation continue. Donc c'est ça. Aujourd'hui, ce sont des fonctionnalités, 30 fonctionnalités disponibles à Einstein au catalogue, notamment sur la partie vente, vous allez voir tout à l'heure sur le lead scoring, aider des personnes dans un contexte de vente à mieux comprendre leurs opportunités, leurs tendances. Est-ce que je suis plus apte à travailler sur telle opportunité ce mois-ci et en décaler d'autres, sur la partie marketing, sur la partie données, e-commerce et également Einstein Vision. Je vais maintenant, merci en tout cas pour votre présence. Vous allez voir maintenant grâce à Thierry Dono-Golenser, qui est directeur produit chez Salesforce de Einstein, basé en France. On est très heureux d'avoir une équipe française également. Donc Thierry, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais vous présenter cette petite démo avec l'aide de mon ami Daniel Jallet, qui est Principal Solutions Engineer à Salesforce et qui semble être là-bas dans les montagnes rocheuses avec Astro et Cody en train de faire une petite promenade. Donc pour cette démonstration, je vais rentrer dans la peau d'un commercial chez Solosun. Donc Solosun, c'est une entreprise fictive qui produit et installe des panneaux solaires. Et dernièrement, nous nous intéressons au marché des particuliers avec un produit révolutionnaire dont tout le monde parle. Et de ce fait, nous recevons énormément de prospects suite à des salons auxquels nous assistons ou des contacts qui vont visiter notre site internet ou même des listes externes. Et maintenant, quand je vais sur Salesforce pour voir mes prospects, voilà à quoi ressemble ma liste de prospects, donc des dizaines et des dizaines de prospects. En fait, je ne sais vraiment pas par où commencer, qui appeler en premier. Dois-je commencer par les derniers contacts qui m'ont contacté ou peut-être les contacts en provenance des réseaux sociaux, de mon site internet ou, selon ce qu'a dit Parker Harris dans les Échos de ce matin, peut-être par arrondissement, faire du tri. Mais ça peut-être pas la meilleure des solutions. Mais heureusement, Einstein vient à la rescousse et va pouvoir assigner un score à chaque prospect.
Donc maintenant, je vais pouvoir trier mes prospects par ce score et les appeler dans l'ordre le plus optimal. Mais ce qu'il est bien important de comprendre, c'est que ce score, ce n'est pas dû à des règles qui auraient été prédéfinies à l'avance. C'est vraiment du machine learning adapté aux données de mon entreprise. C'est-à-dire que Einstein va analyser l'historique de mes prospects, par exemple sur les 6 derniers mois, et se rendre compte de certains patterns. Par exemple, quels prospects vont mieux convertir, quel type de prospects vont convertir dans telles conditions, et ainsi donner un score à chaque prospect. Ce qui est aussi important de comprendre, c'est que ce modèle est constamment remis à jour. C'est-à-dire que le monde change vite, des nouveaux prospects sont constamment rajoutés, et donc nous analysons et nous allons entraîner ce modèle, le tester pour être sûr que ce score soit toujours fiable. Alors Einstein, je vais le retrouver partout dans mon environnement Salesforce. Par exemple, ici, dans ma page d'accueil, maintenant que Salesforce a assigné un score à chaque prospect, je peux explorer tous ces prospects facilement avec Analytics Cloud et me rendre compte en quelques clics, par exemple, que les prospects en provenance des réseaux sociaux, ce n'est pas forcément évident, sont des bons prospects et que je devrais y déployer mon attention. Mais Salesforce, l'intelligence artificielle dans Salesforce ne s'arrête pas à ajouter des scores aux prospects. Salesforce va également faire remonter les informations clés sur mes comptes et mes opportunités. Donc, par exemple, je vais voir que cette opportunité avec Person Family semble être en bonne voie. Et pourquoi? Alors, ça, c'est un autre point très important. Einstein m'explique toujours pourquoi. Dans ce cas, Einstein a repéré un échange d'emails plus fréquent depuis quelque temps, ce qui est bon signe. Alors, il y a deux choses à noter sur ce point. Le premier, c'est que ce n'est pas quelque chose qui était non plus codé à l'avance, c'est-à-dire que Einstein a appris qu'un échange d'emails fréquent était bon signe. Et la deuxième chose, c'est que je n'ai pas eu à enregistrer ces données manuellement. C'est-à-dire que Einstein a automatiquement capturé les signaux en provenance de ces emails pour faire ressortir les informations les plus pertinentes pour moi au fil du temps. Et tout ceci se passe en temps réel, c'est-à-dire que quand je travaille sur mon opportunité pendant les semaines ou pendant des mois, dans certains cas, Einstein va continuer à me dire « Ok, cette opportunité est en bonne voie » ou peut-être il faut que tu travailles plus sur ce point ou sur cet autre point. Maintenant, nous allons voir que Einstein porte à mon attention ce prospect, tiens donc, un certain Julien Sauvage, qui est directeur marketing à Salesforce. Et il nous a dit qu'il habitait à San Francisco, mais apparemment, il doit avoir une maison secondaire à Strasbourg qu'il veut équiper. Alors, ce qui est important, c'est que beaucoup de systèmes de lead scoring fonctionnent comme des boîtes noires qu'on ne comprend pas ce qui se passe en fait. Alors qu'ici, Einstein va m'expliquer très clairement pourquoi ce prospect est intéressant et éventuellement ce qu'on peut travailler pour améliorer les perspectives. Donc on voit dans ce cas que Julien a visité notre quote page, donc c'est bon signe, peut-être un acheteur sérieux. Également, son adresse est valide et son numéro de téléphone est valide. Vous avez sûrement dans vos entreprises ce problème aussi, que vous recevez des tas de prospects, de faux prospects en fait, de gens qui vont s'inscrire avec des faux numéros de téléphone, 0000, des fausses email adresses. Et là, Einstein automatiquement a validé cette adresse et ce numéro de téléphone pour vous. Mais on va voir si on peut quand même améliorer ce score. En fait, on se rend compte qu'un des points négatifs, c'est que le type de toiture n'est pas indiqué, ce qui pénalise le score. Heureusement, notre ami Daniel a créé un superbe petit composant Lightning qui va utiliser l'intelligence artificielle pour analyser le type de toiture. Vous allez me dire, pourquoi est-ce important le type de toiture finalement? C'est parce que nous vendons des panneaux solaires et que ces panneaux solaires vont produire beaucoup plus d'électricité sur des toits inclinés que sur des toits plats. Donc la façon dont cela fonctionne, c'est qu'on va commencer avec les données qui sont déjà présentes dans le prospect. Donc nous avons l'adresse de Julien Rugams à Strasbourg et nous allons utiliser les images en provenance de Google Street View pour analyser le type de toit et savoir si ce toit est plat ou incliné. Donc vous allez voir, donc c'est déjà fait, le type de toit a été reconnu comme incliné, c'est très bien. Vous allez me dire, bah, c'était facile, n'importe qui dans cette salle aurait reconnu que ce toit était incliné en un instant, mais il faut penser que tout ceci va se passer automatiquement sur des centaines ou des milliers de prospects en temps réel, et donc va enrichir ma connaissance du prospect. Un autre point à remarquer, c'est que vous allez voir que le score pour Julien a automatiquement changé, c'est-à-dire qu'il était de 70 et maintenant il est de 92. Donc maintenant je suis mieux préparé, je sais mieux comment prioriser mes prospects et j'ai des informations supplémentaires que je n'avais pas avant qui va me permettre, en fait, quand je vais appeler Julien, de pouvoir lui préparer un meilleur devis parce que je sais le type de toit qu'il a, donc je suis plus préparé pour cet appel.
Donc tout ça, ça avait l'air un peu magique. Donc maintenant, on va aller explorer un peu comment Daniel a créé ce fameux modèle pour reconnaître les toitures. Nous allons utiliser cette petite application. Et vous allez voir que créer un modèle, c'est simple. Alors, la complexité est cachée, évidemment. Mais il suffit donc de nommer, toit incliné ou plat. Et ensuite, de fournir une bibliothèque d'images qui va être séparée en deux catégories. Donc, des images de toit qui vont être inclinées et des images de toit plat. Alors, pour cette démonstration, nous allons nous limiter à 25 images pour chaque catégorie. Mais dans les faits, il faudrait un peu plus d'images. Mais bon, pour faciliter la démo et que ça aille plus vite, on va entraîner ce modèle avec moins d'images. Et donc, c'est tout ce qu'il y a à faire. Le modèle va se créer. Alors, à nouveau, la complexité est cachée, c'est-à-dire que ce qui se passe derrière, c'est que nous allons utiliser donc une technique qui s'appelle le deep learning, dont Julien a parlé, c'est-à-dire des réseaux de neurones qui vont analyser ces images, qui sont, contrairement à ce qu'on a vu auparavant, des données non structurées. Jusqu'avant, on avait affaire à des données structurées, du texte qui étaient donc des adresses, des emails, des noms. Maintenant, nous avons affaire à des données non structurées, c'est-à-dire à des images, des milliers de pixels, et il va reconnaître un pattern qui va permettre de créer un modèle en fait, de reconnaissance de toiture. Et vous pouvez déjà imaginer, je sens que dans votre tête, ça bouillonne, le nombre d'applications possibles de cette fonctionnalité qui est disponible dès aujourd'hui. C'est-à-dire vos développeurs peuvent aujourd'hui utiliser Einstein Vision pour reconnaître, par exemple, vos produits ou vos marques. Voilà. Donc ça va prendre un peu de temps, ça prend quelques minutes. Donc pour accélérer le mouvement, on va utiliser en fait le SEM modèle qui a été entraîné juste avant cette présentation avec les mêmes données. Et nous allons tester avec une nouvelle image donc, que Einstein n'a pas vue auparavant. Voilà, nous allons tester avec cette jolie maison de campagne. Et nous voyons qu'Einstein pense à 99% que ce toit est incliné. On arrive rarement à 100% avec ce type de technologie, c'est des probabilités. Bon, 99%, on est quand même pas mal sûr que c'était un toit incliné à ce moment-là. Voilà, donc en résumé, ce que je voulais vous montrer ici, c'est comment, en utilisant Einstein, vous pouvez donc mieux prioriser vos prospects. Vous pouvez faire remonter les données clés sur vos opportunités et vos comptes. Vous êtes sûr que toutes vos affaires sont en bonne voie et que vous pouvez donc ajouter vos données structurées et les augmenter avec des données non structurées, donc des nouvelles informations provenant par exemple d'images, pour toujours être au top sur l'ensemble de vos affaires. Maintenant, je vais repasser la main à Julien. Après lui avoir vendu ce magnifique panneau solaire, on va aller fêter ça avec Daniel, avec un bon verre de champagne. Merci Thierry. Good job, c'était sympa hein, comme démo. Alors, on repasse sur juste un slide pour vous dire que la meilleure façon pour vous de comprendre les produits Salesforce et ce qu'on propose dans l'intelligence artificielle, c'est de finalement écouter les autres clients, les témoignages des autres clients. Donc, on va avoir Amélie d'AXA qui va venir sur scène dans une minute. Moi, ce que j'aime avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est très facile de mesurer les résultats. Grosso modo, vous définissez vos indicateurs clés de performance, KPI hein, en anglais, et puis, donc, comme un taux de conversion, un win rate, etc., un taux d'achat. Et puis, vous avez deux groupes. Un groupe avec des scores, pas d'intelligence artificielle, et un groupe avec un groupe sans score, pas d'intelligence, un groupe avec des scores. Et vous comparez ces KPI, et vous arrivez à voir qu'il y a par exemple 30% d'uplift dans certains cas, pour des cas de vente, ou pour des cas de marketing, ou pour des cas de commerce. Alors, maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Amélie Oudéa Castéra. On peut l'applaudir. Bonjour Amélie, ouais. Comment vas-tu? Bien, c'est très impressionnant ce podium. C'est impressionnant le podium, effectivement. Mais là, tu étais à BFM TV, donc c'est encore plus impressionnant. Tu as eu des millions de Français qui t'ont regardé. Donc Amélie est Chief Marketing and Digital Officer chez AXA. Et j'ai quelques questions pour toi, Amélie. Nul est besoin de présenter AXA, j'imagine, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton équipe, de ce que vous faites? Avec plaisir. Donc aujourd'hui, j'ai la responsabilité du marketing et du digital pour l'ensemble de notre groupe, ce qui me conduit en fait à diriger 3 grands types d'équipes. La première très centrée sur la customer experience avec le digital qui est évidemment central. Ouais. Une équipe qui est en charge plutôt des stratégies d'activation, la brand, le média. Et puis une équipe qui est plus tournée vers les partenariats, notamment dans toute la nouvelle économie et les grands acteurs du digital. D'accord, super. Alors parlons un petit peu d'intelligence artificielle, d'IA. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses en général, comment tu vois l'intelligence artificielle aujourd'hui? Oui, je pense que c'est là aussi une vraie révolution dans la révolution technologique qu'on connaît. Je pense que moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Sundar Pichai qui nous disait récemment, voilà, on est passé de l'ère du mobile first
à l'ère du AI first. Ouais. Je pense que c'est très vrai. Je pense qu'on est face vraiment à une lame de fond qui est en train de transformer encore plus en profondeur que les premières étapes de la transformation digitale qu'on a connue. Ouais. Alors, je pense que quand on dit ça, en même temps, ce qui me frappe aussi beaucoup sur l'intelligence artificielle, c'est à quel point aujourd'hui elle est fragmentée. Elle est au fond très parcellisée. On est loin encore de l'intelligence très transversale qui relie des sphères de connaissances entre elles, ce qui reste quand même la prérogative d'un humain. C'est vrai. Néanmoins, je pense qu'au sein de ces expertises très 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 pointues, il y a des choses extraordinaires pour réinventer nos métiers. Je lisais aussi une stat qui m'intéressait beaucoup, toujours chez Google, sur le fait qu'aujourd'hui, la reconnaissance vocale chez Google atteint un taux de fiabilité de 95%. On est vraiment sur des niveaux maintenant d'excellence qui sont tout à fait spectaculaires. Ça dépend de l'accent, hein. Moi, des fois, je fais Google aux US avec mon accent américain. Mon accent français, Et quand ça je parle marche pas américain, bien ça ne marche pas Bon. à 99%. Super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'IA chez AXA? C'est quoi vos projets? C'est quoi vos chantiers? Comment vous voyez ça? Oui, je pense qu'on a conscience avec les équipes que l'IA est vraiment une capacité de mieux faire nos métiers et un peu sur l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur. On le voyait dans les présentations tout à l'heure, il y a beaucoup de use cases qui m'ont beaucoup parlé. Ouais. Évidemment, ce qui a été présenté par Guillaume sur la partie lead scoring, je pense que là, on a une faculté de mieux orchestrer toutes nos forces de vente, de façon notamment à mieux appairer des profils de clients qui attendent nos produits et nos services, et puis des vendeurs qui sont particulièrement bien adaptés pour ces cas clients-là. Ouais. Il y a un autre domaine qui est évidemment très impacté dans le domaine de l'assurance, qui est toute la partie tarification. Et là, un peu plus tard qu'hier, je regardais un article récent du Financial Times qui était très très intéressant sur l'exemple d'une start-up présente à New York qui s'appelle Lapetus. Et en fait, Lapetus, aujourd'hui, commence à essayer de tarifer sur la base d'un selfie des contrats de prévoyance ou d'assurance vie. Wow. Et donc ça, c'est assez fascinant parce qu'en fait, à partir, au lieu d'avoir des tonnes de papier à remplir avec des tonnes de questionnaires, l'analyse d'un selfie permet de déterminer la vitesse du vieillissement, si vous fumez ou non, etc. Tout un tas de données qu'à la limite presque on n'oserait jamais demander à nos clients, en tout cas pour partie, mais qui là leur permettent vraiment d'automatiser les choses et d'avoir un niveau de finesse qui est tout à fait spectaculaire. Et puis nous, j'ai envie de dire plus sur la dimension d'excellence dans le delivery du service client. On est aujourd'hui sur une expérimentation d'un bot qui nous permettra vraiment dans un mode à la fois convivial, conversationnel, de toujours répondre à l'attente de nos clients sur où ils en sont du traitement de leurs demandes. Les équipes d'AXA France là-dessus sont à un degré très avancé. On est assez excités par la sortie future de cette expérimentation. Ouais, c'est génial, c'est des super cas d'utilisation. Merci de partager ça avec nous. Alors, comment tu vois le partenariat avec Salesforce, le partenariat avec Einstein? En quoi ça te motive? En quoi tu vois ça comme stratégique? J'ai eu la chance de vous rendre visite il y a quelques jours aux États-Unis, de passer 2 jours absolument fascinants auprès des équipes produits. Moi, il y a plusieurs choses quand même qui me bluffent. La première, c'est qu'il y a un côté prêt-à-porter de l'intelligence artificielle qui, pour des acteurs comme nous, est infiniment rassurant, je trouve. C'est une dimension très plug and play, Ouais. où on n'est pas en train de réinventer toute une suite d'outils, on est en train d'intégrer de l'intelligence artificielle dans une suite d'outils de relations clients qui, pour la plupart de nos entreprises, voilà, sont des choses qui sont déjà des réalités. Donc on n'est pas en train de recomplexifier tout un écosystème, on est en train d'optimiser un écosystème. La deuxième chose qui me frappe beaucoup, et je trouve que ça répond formidablement aux craintes liées à l'IA va remplacer l'humain, l'IA c'est la fin de nos emplois. Pas du tout. Ouais. Je crois que ce que vous montrez de manière particulièrement efficace, c'est finalement cette transition très fluide qu'on peut créer entre un humain et une machine. Et avec d'ailleurs souvent les cas les plus complexes, non pas traités par la machine, mais par l'humain, avec un processus de deflection qui est extraordinairement bien organisé. Ouais. Là, il y a moi une petite anecdote que je trouve absolument géniale. On a Kasparov qui nous dit toujours, mais voilà, entre une intelligence artificielle extraordinaire et un cerveau surdimensionné qui collabore mal, et de l'autre côté, une intelligence artificielle moyenne et un humain moyen, mais qui collaborent bien, l'efficacité est vraiment du côté de la seconde option. Donc là, je crois que
Ensuite, le troisième élément qui est, je pense, intéressant, même si on aura besoin de comprendre comment en pratique tout ça va s'orchestrer, c'est l'alliage avec la partie Watson. Ouais. L'idée d'ajouter à l'équation des données issues de l'extérieur, peut-être pour avaler des données d'open data, des éléments qui, par exemple, pour des gens comme nous, des acteurs de l'assurance, des données de tempête, des données climatiques peuvent nous permettre de rendre un bien meilleur service client si on arrive vraiment à combiner la logique interne de nos données clients avec ces grands éléments d'open data. Super, moi j'adore en tout cas le point de vue de Kasparov et le tien sur la collaboration. C'est quelque chose dont on est très friand. Peut-être une dernière question, il nous reste très peu de temps. Le futur de l'IA chez AXA, quels sont les cas que vous envisagez dans le futur en termes d'intelligence? On prend vraiment cette question à la fois à bras-le-corps avec le sentiment qu'il se passe quelque chose quand même de très important. Parce que les cas d'usage qu'on a évoqués tout à l'heure, au fond, on peut se dire, mais c'est une façon de mieux faire notre métier. En fait, c'est le cœur du métier lui-même qui est en train d'être impacté. Alors, je ne vais pas parler de la tarte à la crème qui est un peu le véhicule autonome, mais qui va soulever évidemment plein de questions pour des assureurs comme nous. Bien sûr. J'ai envie peut-être de citer plutôt l'exemple de la santé, où là, je pense que l'intelligence artificielle, en fait, est en train de changer la donne en termes d'accès au réseau de soins. On voit des startups comme Babylon Health au Royaume-Uni qui, à travers une logique de triage, permettent en fonction de votre situation propre de vous channeliser vers le bon médecin et du coup de vous éviter des queues inutiles. Il y a aussi une médecine plus efficace. Cet exemple extraordinaire avec Sébastien Trune qui travaille sur tout le diagnostic médical avec aujourd'hui une intelligence artificielle qui détecte des cancers qui n'avaient pas pu être détectés par les meilleurs chercheurs, les meilleurs humains. Et puis, je pense qu'au global, il y a vraiment une logique de plus grande efficacité dans la manière dont on aide aussi les gens à vivre avec leur maladie. Et là, je pense qu'on a des exemples pour des diabétiques avec des dispositifs d'intelligence artificielle qui leur permettent de mieux monitorer leurs conditions et d'arriver à vivre mieux avec cette pathologie, avec cette difficulté. Super, merci, on adore en tout cas entendre des cas comme ça, l'IA qui permet de sauver des vies humaines. Et on voulait encore te remercier d'être là, on peut l'applaudir. Merci beaucoup Amélie d'être ici avec nous. On arrive à la fin de cette présentation, si on peut revenir sur l'écran. Donc si vous voulez en savoir plus, je sais qu'il y a des gens un peu techniques dans la salle qui vont dire « Ah, c'était trop haut niveau ». Donc si vous voulez avoir des discussions techniques avec nos ingénieurs, data scientists, nos ingénieurs avant-vente, vous pouvez aller juste à côté à l'Expace Cloud Expo, ils vont vous répondre à toutes vos questions techniques. Et si vous voulez aussi essayer tester votre connaissance sur l'IA, sur Einstein, sur tout ça, vous pouvez utiliser Trailhead, comme d'habitude. Et finalement, on a un certain nombre de trails qui sont disponibles pour vous sur le site que vous voyez ici. Je veux encore remercier nos speakers, remercier Amélie et vous remercier à vous d'avoir été présents et attentifs pendant 40 minutes. À bientôt, bonne fin d'après-midi.